Bonjour Fred Bastien. Bonjour Isabelle, Comment bon vas-tu? lundi. Toujours content de te retrouver. C'est vrai que c'est lundi. Ben oui, ça paraît pas. On Non. est en forme comme si c'était vendredi, dans le fond. Exact, on dirait a comme une un belle semaine devant nous. Écoute, c'est incroyable. Ouais. 30 Ah ouais. degrés hier. C'est fou. Là. Je prenais une marche dans le quartier, je me disais, sommes-nous en juillet? Là? Je saisis chaque occasion de prendre cette vitamine D. Tellement. Mais tu sais, ceux qui doutent là, qu'il se passe quelque chose avec le climat, Ouais. je sais pas, mais on serait tenté de leur dire, hein? Oui. Mais tu vois, moi, en étant là, très orienté sur le moment présent, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre on se plaint présentement. pas. On se plaint pas. Exact. Surtout qu'on nous annonce quand même des petits matins frisqués à venir. Oui, bien Et sûr. qu'est-ce que tu veux, tout à Il y aura la neige, je pense que ça va être plus d'hiver là, qu'il faut que je attends, change. Là. Attends quand même. On est à 100... Est-ce qu'on a dépassé Est-ce qu'on est à moins de 100 jours de Noël? Attends, je te dis ça Je tout de sais que suite. dernièrement, j'ai envoyé quelque chose à mon équipe. Je leur ai envoyé le réveil de Mariah Carey. Oui. Qui chante... Mais ça, avant le 1er novembre, Isabelle, Ouais. c'est illégal. C'est illégal. Écoute, Ouais, Isabelle, c'est ça. on est à 80 jours de Noël. On est à 80. Imagine. Tu vois, on s'est rapprochés. C'est demain, là. Florence Lamoureux qui est avec nous. Salut, Florence. Allô, moi aussi, j'ai profité du Toi, t'as soleil eu un gros week-end. Ben non. en écoutant l'album de Taylor Swift. Tellement. Oh oui. Tellement. non, mais J'ai hâte c'est- qu'on en parle tantôt. On Là. va en parler tout à l'heure. Et oui. Et puis, ça a l'air qu'elle nous a apporté des petits gugus. Je suis là. allée vous acheter des accessoires pour que vous soyez des vrais showgirls, showboys Yes. aujourd'hui. Es-tu prêt à être un... La vie d'un showboy. The life of a showboy. Moi, ce qui m'a quand même intéressé aussi ce week-end, c'est de voir où en étaient tous ces conflits de travail Ouais. parce que en matière, si on faisait le tour vite comme ça, Fred, Post Canada, rien qui est réglé à Post Canada. Non. C'est même pire parce que je voyais même recul ce week-end là, dans les négos, selon le syndicat des postières. En ce qui concerne, au moins à Montréal, la STM, aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Pas de grève, tu veux dire. Pas de grève. Ouais, exact. Il y a Tu pas. vois? Le conflit n'est pas réglé, Non. bien sûr, mais au moins, on retourne aux aujourd'hui, journées normales. là. Voilà, on Ouais. retourne aux journées Ce qui donne normales. un répit à la population. Là. Voilà. Mais là, j'ai comme déterré un nouveau conflit. Et je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Et ça pourrait être la prochaine grève. Ben oui, mais j'ai vu ça ce matin en lisant le dossier, puis je me disais, OK, c'est important qu'on en parle maintenant, là, parce Complètement. qu'on a besoin de. Et je pense que les auditeurs, auditrices n'ont pas vu ça venir. Bon, là, on va faire la lumière là-dessus, c'est le cas de le dire. Il y a de l'électricité dans l'air. Est-ce que je vous ai donné assez de Q, là? Lumière, électricité. Là, après, il faut que je monte un poteau. tu Il y a comprends? comme un barrage, présentement. Il y a comme un barrage, puis là, il faut qu'on Exact. passe à travers, Voilà. là, c'est ça. C'est ça. Ça a l'air que le courant ne passe plus entre les spécialistes professionnels d'Hydro-Québec. Non, mais on rit, n'empêche que ça pourrait être effectivement la prochaine grève. En tout cas, le conflit est là. À Hydro-Québec, alors que vous savez qu'on est en plein chantier d'expansion des capacités de production d'hydro, là, on est dans une impasse syndicale assez importante qui touche 5000 syndiqués, spécialistes, professionnels. Ils ont, la semaine dernière, voté contre l'offre patronale. 87% des syndiqués ont dit non, pas question. Nous, on estime que le patron Hydro-Québec, donc le gouvernement, négocie pas de bonne foi. Ils sont sans convention collective, il faut quand même le rappeler, depuis décembre 2024. Ils veulent quoi? Comme d'habitude, meilleures conditions de travail. Et aussi, ça concerne aussi, pour ça qu'avec la STM, il y avait un lien, parce que ça concerne aussi l'utilisation de la sous-traitance. Alors, moi, j'avais envie qu'on fasse le point là-dessus, Ouais. qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, parce que là, Hydro, là, en plus... Là, ça... Puis bon, il faut bien spécifier aussi que c'est le syndicat des spécialistes, des professionnels, comme tu disais, Isabelle, mais c'est donc des informaticiens, Ouais. des comptables, des Exact. planificateurs, des architectes, des communicateurs. Donc, pas les C'est pas gars les monteurs de ligne. Exact, C'est pas les exact. monteurs de ligne, effectivement. C'est bien de le préciser. Gilles Cazade est président du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec. Bonjour, Monsieur Cazade. Bonjour, Madame Maréchal. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là avec vous, avec vos syndiqués, vos membres, 5000 personnes là, qui travaillent pour Hydro, spécialistes professionnels. Fred vient de nommer un peu qui ça concerne, mais en gros, ce sont c'est quasiment tout le monde sauf des monteurs de ligne ou à peu près là. En fait, c'est toute personne qui a un baccalauréat et qui n'est pas ingénieur et qui est employé d'Hydro-Québec. Pour faire une histoire très courte, c'est à peu près ça. Bon, mais ça ne concerne pas les monteurs de ligne. Non. Bon, pourquoi vous êtes fâché contre Hydro-Québec? À part le fait que vous n'avez plus de convention collective depuis décembre dernier?
En fait, au-delà d'avoir pas de convention collective depuis décembre dernier, en fait, nous négocions avec Hydro-Québec depuis décembre 2023, donc on a fait une négociation anticipée. Jusqu'à maintenant, les négociations les plus longues avec Hydro-Québec dans l'histoire de notre syndicat, qui est un syndicat assez jeune, 25 ans, les plus longues, ça a été à peu près 5 mois, mis à part celle, la première, qui est toujours plus longue, mais une négociation longue pour nous, c'est 5 mois. On est rendu à au-delà de 20 mois de négociation. Donc, on est dans des paramètres qui sont complètement atypiques, on va dire, pour être gentil. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que nous étions en négociation avec l'employeur, et puis l'employeur Hydro-Québec a décidé de déposer, peu après l'arrivée de Mme Bouchard, a déposé une offre hostile à notre syndicat, en fait une offre que l'on qualifie de hostile. Et en plus de ça, donc, l'a fait de la mauvaise façon, de si mauvaise façon que le tribunal administratif du travail a fait une ordonnance de sauvegarde, ce qui est très rare à obtenir, pour dire que Hydro-Québec n'a pas suivi les règles, mais pas du tout dans le cadre d'une convention collective, ce qui est quand même surprenant venant d'une société d'État qui a quand même quelques moyens pour se payer des avocats de renom. C'est ça, dans le fond, le tribunal administratif du travail vous a donné raison, d'une certaine façon. C'est exact. Bien ça, la décision a été favorable aux syndicats. Le tribunal administratif du travail a reconnu qu'il y avait eu de la part d'Hydro-Québec des pratiques de négociation contestables. À partir de ce moment-là, donc, ça veut dire qu'en ce moment, M. Cazade, vous négociez pas entre Hydro et vous, on se parle pas? En fait, peu après ça, on a repris quand même la ronde de négociation pour le mois de septembre, mais l'employeur tenait absolument à ce que nos membres se prononcent sur l'offre qui, comme je vous dis, avait un caractère qui était quand même pas négocié. C'était une offre et non pas une négociation, c'est pas une entente. Et dans le cadre de cette offre, en plus, il manquait des items de la convention collective qui n'ont pas, qu'on avait négocié de bonne foi et qui n'ont pas été intégrés dans l'offre d'Hydro-Québec. Donc, c'est un peu l'insulte, l'injure, avec en plus de ça, à l'intérieur, il y a une clause sur la sous-traitance qui a été écrite par Hydro-Québec et uniquement Hydro-Québec et qui vise en fait à libéraliser la sous-traitance. Et ça voudrait dire quoi, ça, M. Cazade? Ben, ça veut dire que il s'attaque à un paramètre de sous-traitance important chez nous et c'est de mettre un espèce de faux nombre limite, mais avec aucun moyen de vérification ou de justification ou de contrôle d'aucune sorte, ce qui fait que ça pourrait entraîner des abus assez rapidement et il n'y a pas non plus de textes qui permettent d'encadrer l'arrivée des sous-traitants. Actuellement, il faut savoir quand même que chez Hydro-Québec, pour chaque employé d'Hydro-Québec, il y a un sous-traitant ou un externe. Tu sais, si on fait il y a une demande d'accès à l'information qui est partie en juin dernier il y a 23 000 employés à peu près chez Hydro-Québec. Et il y a 23 000 sous-traitants? C'est ça que vous me dites, là? Pour chaque employé d'Hydro? Il y a 2200 consultants sur le payroll d'Hydro-Québec. Il y a 3 700 partenaires d'affaires et 16 700, 7 800 contractuels. Ça fait du monde à la messe, Mme Maréchal. Wow! Mais vous m'avez dit, pour chaque employé d'Hydro, il y a un consultant externe. Un sous-traitant ou un externe. En tout cas, c'est-à-dire on est à 23 000 employés d'Hydro-Québec et dans la dernière liste qui a été fournie en vertu d'une demande d'accès à l'information, donc fournie par Hydro-Québec, il y a bien 23 000 statuts d'externe. C'est individuel, c'est 23 000 individus. Wow! On a Vincent qui écrit, je confirme, nous n'étions pas au courant de la future grève d'Hydro-Québec. Les deux parties sont débranchées. Je pense qu'il faisait suite à nos jeux de mots au préalable. Mais on en profite pour inviter les gens à réagir là, à ce conflit qui se pointe à l'horizon, là, mais qui est présentement en cours. Le 1-877-827-2346, 1-87 Radio. Mais là, moi, je me pose la question, M. Cazade, là, considérant que vous représentez quoi, entre 5 000. un cinquième environ de tous les employés d'Hydro, s'il y a des moyens de pression, est-ce que est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le service aux usagers, sur l'électricité qui se rend dans nos maisons? Ben, d'abord, pour rassurer encore les auditeurs, on est encore en négociation, on est en conciliation aussi. Donc, il y a quand même un dialogue entre les parties.
malgré tout, il y a une volonté de faire une démonstration de force auprès de l'employeur qui pensait qu'ils avaient offert aux employés la meilleure entente possible. On ne pense pas que c'est la meilleure entente possible. C'est pour ça qu'on a fait nos moyens. Mais il ne faut pas oublier une chose. Chez Hydro-Québec, tous les employés d'Hydro-Québec, on est soumis à la loi sur les services essentiels. Ouais. Donc, dans tous les cas, on va s'assurer que l'électricité arrive à la porte de monsieur et madame tout le monde. Puis le conflit n'est pas un conflit avec les usagers, avec nos actionnaires, avec la population du Québec, loin de là. S'il y a bien une preuve de stabilité au cours des dernières années, qui a toujours tenu le fort pour assurer une livraison d'électricité fiable, ça a toujours été les employés. On a une expertise reconnue. On a du monde dédié qui ont Hydro-Québec tatoué sur le cœur pour assurer la livraison d'électricité. Par contre, on peut quand même se questionner sur des changements de PDG et de direction qui ont été assez nombreux au cours des dernières années, ou plus récemment, même quand on regarde notre ancien ministre de l'Énergie, M. Fitzgibbon, qui a déposé un projet de loi et qui, après, est parti et a laissé à sa successeur le soin de défendre le dit projet de loi qu'elle n'avait absolument pas collaboré à écrire. Puis on peut se questionner aussi beaucoup sur la finalité du projet de loi, parce que il faut quand même remarquer que Hydro-Québec va dépenser au cours des prochaines années 200 milliards. C'est des gros bidous, 200 milliards. Puis Hydro-Québec ramène chaque année un beau chèque au gouvernement du Québec. C'est autant d'impôts qui sont évités. On est aux alentours de 3-4 milliards. C'est pas une petite entreprise, c'est pas un poste de dépense en tant que tel, c'est un poste de revenu pour le gouvernement. Il faut faire attention avec les orientations que l'on prend. Puis, autre chose, les gens disent beaucoup que le taux d'emprunt ou la cote de crédit du Québec est très bonne, mais la cote du crédit du Québec est adossée sur les actifs d'Hydro-Québec. Les actifs d'Hydro-Québec, les barrages, les lignes de transport, tout ce système-là fait partie des actifs du Québec et qui garantissent à tout le monde notre cote de crédit. Ouais. Donc, la dépenser 200 milliards, il faut se poser des grandes questions. Oui, parce que le 200 milliards, juste, M. Cazade, pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, là, c'est vraiment le grand plan d'investissement d'Hydro. On veut produire 10 000 mégawatts d'hydroélectricité en plus de ce qu'on produit déjà d'ici 2030. D'ici 2030, là, c'est dans 5 ans. C'est l'équivalent de 13 barrages comme le barrage de la Romaine. Et donc, c'est important parce qu'on a des gros projets économiques. En tout cas, on dit qu'on en a. Il y a la loi sur l'avenir énergétique qui, je vous le rappelle, a été adoptée sous bâillon cet été. Donc, ça brasse pas mal quand même dans le domaine de l'énergie au Québec et en particulier avec Hydro-Québec. On se souvient que à l'époque, quand elle est partie, Sophie Brochu avait dit on est en train de faire d'Hydro-Québec l'espèce de Costco, le Walmart de l'électricité. Le Dollarama. Le Dollarama de l'électricité, c'est ça. Alors, on comprenait l'image là, un peu cheapette de ce que ça voulait dire. Mais et puis là, on a Stéphane qui est au bout du fil, je pense. Hein? Florence, on a des auditeurs qui veulent intervenir. Oui, bonjour. On comprenait l'image. Là. On vous écoute, Stéphane. Ça voulait dire. Oui, bonjour. Oui, pouvez-vous baisser votre radio, s'il vous plaît, juste pour qu'on comprenne bien? Oui, il n'y a pas de problème. Premièrement, je voudrais dire que depuis que le gouvernement Legault, et surtout M. le ministre Boulay, avec la loi 89, j'ai l'impression que les employeurs s'amusent à pas négocier aux tables. Autant la STM, dont je suis employé, autant je vois Hydro-Québec, c'est la même chose. Ouais. J'ai l'impression que du moment qu'on parle de services essentiels, on arrête de négocier, on se retire de la table, on reste sur nos positions parce qu'on attend que le gouvernement arrive avec une loi spéciale. Et je suis tout cœur avec les employés d'Hydro-Québec, que moi, je trouve qu'ils travaillent l'hiver à l'extérieur quand il fait moins 30, sont présents, comme l'été quand il y a une canicule. Alors, je suis de tout cœur avec eux. Ouais. Là, on a bien compris, hein, c'est pas les monteurs de ligne. Merci beaucoup, Stéphane, de votre commentaire. On a aussi Guylaine de Montréal, qui, elle, travaille sur les chantiers, a dit « C'est normal, Hydro est en train de tout privatiser, il donne tout à contrat. » Guylaine s'inquiète de ça. Est-ce qu'il y a une part de cette problématique là-dedans, M. Cazade? Est-ce que c'est un peu la privatisation d'Hydro qui est cachée derrière votre conflit?
Une partie de notre conflit est liée à la privatisation d'Hydro. En passant au niveau du projet de loi 69, notre syndicat, ainsi que tous nos confrères affiliés au syndicat canadien de la fonction publique, on s'est opposé au projet de loi 69. Il y a de larges pans du projet de loi qui sont douteux, on va dire. Et puis, je pèse mes mots sur le douteux. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans qui ne reflètent pas ce que le Québec a besoin, ce que la population a besoin. D'ailleurs, il y a un ouvrage, si vous voulez le consulter, de François Perrault qui s'appelle Sauver Hydro. Je vous encourage à faire un petit peu de lecture. Ça permet de voir de voir un peu les grands enjeux. Mais si on revient aussi au point de Mme Maréchal, vous avez mentionné 10 000 mégawatts d'hydroélectricité. C'est 10 000 mégawatts d'éoliennes. Donc, c'est pas la même chose qu'un barrage. Je vous garantis, Mme Maréchal, je suis un gars d'exploitation réseau électrique et c'est pas du tout la même chose. Et c'est très cher payé pour ce que c'est. Je vais faire un petit rappel rapide auprès des auditeurs. On a acheté pendant la pandémie sous le règne de Mme Brochu, pour ceux qui ne le savent pas, mais la rivière Connecticut appartient à Hydro-Québec. C'est à peu près 500 mégawatts de production hydraulique. Donc, on a payé 2 milliards US à l'époque. Si on fait une simple règle de 3, au tarif de ce qu'on a acheté, la rivière Connecticut, c'est pour 10 000 mégawatts d'hydraulique, c'est à peu près 80 milliards en prenant des marges de sécurité. C'est 80 milliards pour avoir des barrages à peu près au même tarif, sachant que quand on a fait l'achat, ça a été unanimement, ou du moins généralement reconnu comme étant, on l'a payé très cher pour ce qu'on a acheté. Donc, il faut faire attention avec les chiffres, puis il faut faire attention avec comment on utilise la chose. L'électricité, c'est compliqué. Mais si je reviens à la base quand même... la base du conflit, parce que là, ce qu'on veut savoir, c'est... La base du conflit, c'est que, vous parliez de sous-traitance. Nous, on a un problème de sous-traitance. Oui, voilà. Revenons un petit peu sur la sous-traitance. Qu'est-ce que la sous-traitance met en péril chez Hydro-Québec pour les Québécois, là? On peut se poser la question, par exemple, les gens dans mon unité syndicale s'occupent notamment de l'informatique. On parle de grands projets informatiques. Quand on voit que certains sous-traitants sont dans des pays étrangers, des fois des pays étrangers qui sont peu sûrs ou considérés comme étant un peu hostiles au gouvernement canadien, déjà, ça pose des problèmes. Quand on voit qu'on envoie des ordinateurs Hydro-Québec, donc qui sont spécifiquement faits pour accéder aux données d'Hydro-Québec dans des pays étrangers, avec des activations dans des pays étrangers, c'est intriguant. Quand on demande à certains employés d'adapter leurs horaires pour faire affaire avec des sous-traitants étrangers, là aussi, ça pose un problème. Attendez, là, je vous arrête ici, M. Cazin, parce que c'est fort intéressant ce que vous nous dites. Vous dites qu'en ce moment, il y a des gens qui travaillent dans des pays étrangers puis ils ont de l'équipement d'Hydro-Québec puis ils gèrent une partie du réseau à partir de l'étranger? Non, je ne dis pas qu'ils gèrent une partie du réseau, c'est qu'ils travaillent sur des projets puis ils ont besoin d'avoir accès à certaines plateformes. Donc, ils ont reçu éventuellement... un outil ou un moyen de connexion pour accéder à nos systèmes. Mais est-ce que c'est des employés de votre syndicat, des syndiqués qui sont en télétravail et qui travaillent sur des projets d'ici? C'est qui exactement? Les employés syndiqués d'Hydro-Québec ont interdiction de faire du télétravail en dehors du Québec. OK, ben oui. C'est pour ça que je posais la question. Là. Je trouverais ça particulier. Là. Mais par contre, un sous-traitant peut faire 100% de sa tâche en télétravail depuis n'importe quel pays dans le monde. Okay. Puis il y en a beaucoup qui travaillent sur des projets d'hydro de l'étranger? Il y en a plusieurs. Okay, plusieurs. Vous savez pas le chiffre? Est-ce qu'on sait? On a quelques chiffres, mais on a déposé des requêtes. Par exemple, au début de l'année 2025, on a déposé des requêtes en syndicalisation. Et on avait un cas qu'on a eu soulevé parce que c'était un cas qu'on trouvait typique, mais d'un consultant que ça faisait 4-5 ans qu'il effectuait sa prestation de travail depuis le Portugal et on demandait à des employés d'Hydro-Québec d'adapter leurs horaires pour ce consultant-là. Et le consultant, on nous a dit, mais il fait de l'expertise critique. C'était pas si critique que ça, ce qu'il faisait. C'était un coach d'une méthode de travail qui s'appelle la méthode Agile. Pendant 4-5 ans, c'est loin d'être critique. Il y a certains employés d'Hydro-Québec qui sont formés pour suivre cette méthode. Ça prend 2 à 3 mois de formation. On peut s'interroger. Puis tout ça aussi avec des niveaux de salaire qui ne sont pas les mêmes que ceux des employés syndiqués. Ce qui m'a intéressé beaucoup, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble aujourd'hui là, avec nos auditeurs, c'est que vous avez déclaré il y a
quelques semaines, le prochain ça clique, ça pourrait être à Hydro-Québec si on continue d'aller dans la direction qui est empruntée en ce moment par les dirigeants d'Hydro. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est justement ces travailleurs à l'étranger nous coûtent de l'argent, nous coûtent trop cher? Quand on a un employé pour un consultant externe, là, il y a peut-être trop de monde là, qui travaille de l'externe. Là. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, M. Kazan? Il y a une portion de ça, effectivement, de peut-être adapter notre charge de travail ou notre charge d'employé. Mais il y a aussi le fait de peut-être faire des projets qui sont un peu trop gargantuesques et qui se laissent emporter par comme on pourrait dire, par leur élan et que ça devienne trop gros à gérer ou trop gros à administrer. Puis quand arrive le temps des décisions difficiles, des fois, de se dire, peut-être que c'est pas le bon projet, c'est peut-être pas le bon produit, mais il y a tellement d'argent qui ont été mis dedans qu'on essaie d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, quand on dit le prochain ça clique, quand il y a des enveloppes de cette nature-là qui sont sur la table, on parle, en investissement, c'est 200 milliards, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Des fois, un dérapage, ça peut coûter très, très cher. Oui, ça se peut qu'il y ait des napperons. Dites-moi, je voulais juste revenir sur le fait que vous dites on est un service essentiel, donc il n'est pas question que ça affecte les services en hydroélectricité pour les Québécois, Québécoises, mais en même temps, vos moyens de pression, ça va être quoi? Est-ce que vous allez vous en tenir à du vandalisme sur des camions? En tout cas, c'est ce qu'avait dit Hydro-Québec. Là. Il y avait eu plein de messages, de revendications. Je pense que c'est des collants que vous aviez mis. Là. Il y en avait, selon la Société d'État, sur 500 véhicules. Puis ça, pour un coût de plus de 200 000 $. Est-ce que c'est ça l'essentiel de vos moyens de pression? En fait, ça, c'est un autre groupe d'emploi qui fait ces moyens de pression-là. Nous, Mme Maréchal, on représente des spécialistes et professionnels. Pour l'instant, donc, vous savez vous tenir, vous? C'est-à-dire qu'on sait se tenir, c'est qu'on est plus dans des fonds d'écran ou dans des autocollants ou de la revendication dans les rencontres quotidiennes de la direction, des choses comme ça. Okay. Ou ne serait-ce que se déplacer dans les locaux de façon ordonnée, mais sans dire que puis, tu sais, se tenir... Grève du zèle? Une grève du zèle? Tous les syndicats savent se tenir, je vous le dis, Madame Maréchal. Oui, mais il y en a qui brassent plus l'air que d'autres. Est-ce que c'est une grève du zèle? Est-ce que ça peut être une grève du zèle, par exemple? La grève du zèle n'est pas autorisée en général, Madame Maréchal. Mais ça, c'est dur à mesurer, la grève du zèle, quand même. Juste pour finir, mais c'était des crayons effaçables à l'eau. Donc, même si les messages pouvaient être un peu gênants pour la direction, ça s'est passé à l'eau quand même. Donc, oui? OK. Donc, vous dans le fond, vous... que tous les camions sont lavés à intervalles réguliers, hein, c'est de façon de base. Donc, il n'y a pas de surcoût de ce côté-là. Bon, on va suivre ça. On va suivre ça. Mais, oui. Ça va être intéressant. On va espérer une sortie de crise pour les actionnaires, qui sont la population du Québec, comme on mentionnait plus tôt. Bon, on n'a pas parlé de vos conditions salariales, mais parce que je voyais là, que c'est quand même des bons salaires. Est-ce que vous demandez, vous aussi, l'indexation puis du 17,5 sur 3 ou 4 ou 5 ans? C'est d'ailleurs un commentaire qu'on a reçu. Je ne crois pas que les conditions de travail des employés d'Hydro-Québec soient mauvaises. Bon, lui reconnaissait le problème de la sous-traitance, mais sur les conditions de travail, ça vaut la peine de poser la question. En fait, pour nous, Hydro-Québec a toujours été un moteur d'excellence et puis d'innovation pour la société. Donc, pour nous, un bon salaire, ça représente aussi un emploi de qualité qui permet d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Puis je pense qu'en tant qu'actionnaire, moi aussi, je suis actionnaire de la Société d'État, vu que je paye mes impôts au Québec. Je pense que c'est important quand même d'avoir... à cœur le fait que la société soit bien... Donc, vous voulez combien, M. Kazan, en terminant? C'est quoi votre demande salariale? Si on veut aller sur la demande salariale, on est toujours sur le 17,4 sur 5 ans pour l'instant, Mme Maréchal. Mm-hmm. OK. Donc, c'est rien d'extraordinaire, je vous dirais, rien de subliminal non plus. Puis, il faut quand même remarquer que si on parle d'écarts salariaux, mais un rapport qui est déposé chaque année à la Régie de l'énergie, que vous pouvez consulter, qui regarde les écarts de salaire par groupe d'emploi par rapport à la médiane du marché. Puis actuellement, on est à 4,90% au-dessus de la médiane. Donc, on est dans la médiane de notre marché d'emploi.
OK, même au-dessus. Donc on s'entend que l'enjeu, ça devrait pas être le salaire. Non, mais juste pour justement les contribuables québécois. Là. C'est parce qu'à un moment donné, M. Cazade, ça finit par être fatigant pour les gens qui payent, puis c'est toujours un peu les mêmes. Puis vous devez comprendre ça, puisque vous venez de me dire vous-même, vous êtes un contribuable actionnaire, vous aussi, d'Hydro-Québec. Vous devez comprendre qu'à un moment donné, on peut pas donner 17,5% à tout le monde. Je suis comme... Ça se peut juste pas, là. Alors là, ça sort, tout le monde sort avec ses revendications. Moi, je veux bien, mais c'est juste qu'à un moment donné, on va buster. Là. Il va y avoir du monde, ils vont tellement être tannés, le monde va être dans la rue, ou ben ils vont déménager, ou ben tout le monde va travailler au noir. C'est ça qui va arriver, là. C'est parce que c'est toujours le même qui paye. Puis qu'on menace de soit pas livrer le courrier, soit ton autobus sera pas à l'heure. J'en ai oublié une tout à l'heure aussi, là, le courrier, là. On en avait parlé, mais il y a une dame là, qui nous écrit, justement... Fred, là, une dame âgée là, qui dit moi, j'ai besoin de mes facteurs pour mon courrier. Là. Ça se peut pas. Là. Les déficits de 5 milliards, on est toujours tenu en otage. Alors, on espère que ça n'arrivera pas avec Hydro-Québec. Mais comme vous l'avez rappelé... Madame Maréchal, oui. Si je peux me permettre sur... vous parliez de la hausse de salaire des employés. C'est pas la hausse de salaire des employés qui va faire augmenter dramatiquement la facture d'électricité des Québécois. Et on peut juste penser à la nouvelle entente avec Churchill Falls de 2025 qui a été signée par M. Sabia. Juste l'entente de cette année fait augmenter de 3% la facture d'électricité de tous les Québécois. Ça a été une simple action politique, une simple action à haut niveau. Et ça représente le 3%. Donc, il n'y a aucune hausse salariale qui est consentie. Puis, donc, il faut faire attention. Quand on parle de chiffres, il y a certes des actions... à faire un peu grimper la facture, mais pas de façon disproportionnée, comme d'autres actions qui sont beaucoup plus fatales, je dirais, pour votre facture. Mais l'un n'empêche pas l'autre, ça c'est clair. Merci beaucoup, Gilles Cazade. Mais merci de nous clarifier ça. On en sait un petit peu plus. Monsieur Cazade est président du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec. Ça représente 5000 syndiqués. Alors, c'est un dossier qu'on va suivre. Je trouvais ça intéressant, Fred, qu'on fasse la lumière là-dessus. Oui, bien, c'est ça. Les gens, ils disent tout le monde va toujours finir par se plaindre. C'est ça. On va faire le tour du chapeau. Tout le monde va... OK, c'est qui les prochains? Oui. Puis là, on rappelle aussi aux gens qui nous écrivent que c'est pas les gens sur le terrain, là, c'est vraiment l'école blanc d'Hydro-Québec. Oui, mais c'est bon parce que là, on a de la lecture. Tu vois, je viens de tomber sur Sauver Hydro, notre avenir énergétique en jeu. Toujours bon de se renseigner là-dessus. Je vous encourage à le faire, vous aussi. Il nous a dit plein de choses, en fait, M. Cazade, sur... Et en conclusion, ce que je retiens, c'est on s'attend à de la transparence de notre société d'État. Exact. On a aussi appris qu'on possède la rivière Connecticut, qui est une rivière en Nouvelle-Angleterre. Qui a coûté bien cher, ça a l'air. Exact. T'as pas le prix, par hasard, non? Non, j'ai pas le prix sous la main, mais c'est quand même intéressant qu'on possède un territoire américain, nous, en tant que société québécoise. Hein, c'est quand même pas fou. Je sais pas si M. Trump knows that. On pourrait lui proposer de faire partie du Canada. Ce qui est très... Tu veux dire la 11e province? Oui, exact. Ce qui est très intéressant, c'est que tu as vu François Legault hier qui recevait, donc, entre autres, la gouverneure de l'État de New York et tout. Puis les Grands Lacs. Oui, exactement, dans cette conférence. Et on a toujours été des partenaires. Moi, je me souviens, je l'ai couverte à l'époque quand j'étais reporter... à l'époque, à Radio-Canada, dans le coin de Windsor, là, il y avait deux conflits. Souvent, il y avait deux gros sujets. C'était l'eau des Grands Lacs et l'industrie de l'automobile, parce que les grands constructeurs étaient tous dans la région de Détroit. Windsor-Détroit, c'est un corridor fabuleux pour les échanges économiques. Et elle l'a dit encore hier, si jamais vous étiez en mauvaise posture, je paraphrase, elle a quand même dit « We will get your back », c'est-à-dire « On va vous protéger. We'll get your back ». On va être là pour vous protéger si jamais notre président avait des mauvaises intentions. Donc, on peut compter sur les États démocrates, c'est ce que tu dis, Isabelle. Exact, tout à fait. Voilà. Et il paraît que la rivière, tu dis, Florence, 2 milliards de dollars pour cette rivière-là? C'est une grosse rivière, ça.
Oh oui, elle est belle. Écoute, J'ai regardé les photos. Je suis content qu'on possède ça. Nous autres, une belle rivière. Mais ça, on peut faire de l'électricité avec. Ça peut être... On a besoin là, quand même de faire plus de avec courant. l'État de New York, il y a des... Oui, des retombées qui viennent Complètement. Alors voilà. Parce qu'on en parle tantôt, là, il y a Alex de Montréal qui dit « Heureusement ou malheureusement, dépendant du bord où nous sommes, l'intelligence artificielle va couper des postes de bureaucratie et alléger les dépenses. » Alors, on reviendra là-dessus tout à l'heure à l'émission. Moi, je retiens qu'il y a quand même un travail... Tu sais, il y a un travailleur chez un salarié d'Hydro et pour chaque salarié d'Hydro, il y a un contractuel. Un consultant à l'externe. Un consultant externe. Sincèrement, je le savais pas, moi. On a appris ça. Effectivement. En soi, c'est une nouvelle. Voilà. On débroussaille ici à l'émission, on Isabelle. débroussaille. Et parlant d'IA, justement, on en parle tout à l'heure. Hein? Oui, exact. C'est pour ça que j'amenais le sujet. Ça va être un peu plus tard à l'émission. Qu'est-ce que l'IA change dans nos vies? On en parle avec quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. Voilà. On revient tout de suite après. On va parler de l'obsolescence programmée et du fait qu'à partir... En fait, c'est depuis hier. Vous vous souvenez de la saga de mon fameux grille-pain que j'ai toujours pas réparé? Et moi aussi, mon grille-pain est en panne aujourd'hui. Arrête. Exact. Oui, aujourd'hui? Aujourd'hui. Est-il neuf? Quand est-ce que non, tu l'as acheté? il y a quand même il y a un certain âge. Là. Il y a un certain âge. Puis en fait, c'est qu'il n'arrête plus de griller. C'est ça son problème présentement. Donc, il fonctionne dans sa fonction habituelle, sauf que il fait juste des toasts noirs. Donc, c'est pas idéal pour un grille-pain, là, ni pour les incendies à la maison. Tu sais que c'est cancérigène. Ne mange pas ça, là. Des toasts carbonisés. Juste un petit peu. C'est pas mauvais avec du beurre de pinot. On va vous demander, oui, ou du caramel. Avez-vous des appareils qui ont brisé prématurément? Et donc, on aimerait beaucoup vous entendre là-dessus parce que cette nouvelle loi est intéressante, mais à mon avis, il y a des grands trous dedans. Pas sûr qu'on soit plus équipés ou mieux équipés. On en parle en tout cas avec des commerçants, des détaillants qui, eux, sont pas du tout contents. À tout